Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait 6 mois, et oui 6 mois qu'il n'y a pas eu de vidéo débat sur ma chaîne. Et bien bah là, maintenant ça commence, on fait enfin une vidéo et sur un film assez attendu, le remake de Suspiria. Alors Cyril, ça va ? Oui, bien sûr. Voilà, tu es prêt pour parler de ce remake ? Oui, Voilà, on a beaucoup de choses à dire. Alors, prenez des Doliprane parce que je pense que vous allez avoir mal à la tête. Et aussi du café parce que là, c'est le début de l'enregistrement. Je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer. Mais à mon avis, elle va pas être courte parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce film. Donc voilà, donc on va parler du remake de Suspiria réalisé par Luca Guadagnino. Donc, le récit, j'imagine que vous connaissez, mais on va résumer un peu. Ça se passe donc à Berlin en 1977. Donc, évidemment, il y a le mur de Berlin et il y a aussi les événements terroristes. de la bande Voilà, Abadère. la bande Abadère à ce moment-là. Et donc, ça commence comme le film d'Argento. Voilà, il y a la fameuse Suzy, une américaine, qui souhaite rentrer dans l'académie de danse. Et le film commence comme ça. Voilà, elle n'est pas acceptée au départ, mais voilà, elle persiste pour pouvoir rentrer dans cette académie de danse. Et on va apprendre peu à peu que des choses mystérieuses, inquiétantes, terrifiantes s'y passent à l'intérieur. On peut résumer ça comme ça très rapidement. Alors, qu'est-ce que tu as pensé, vite fait, du film du remake ? Alors, là, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que ça fait partie d'un genre qui commence à exister aux États-Unis, qui est Elevated Horror. C'est-à-dire que le remake est un Elevated Horror dans le sens où il réévalue le film original. C'est-à-dire qu'il donne plus de sens que ce que le film original n'avait. Elevated Horror, ça veut dire aussi quand même autre chose. Ça veut dire, c'est un mot péjoratif en français, autorisant. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le même mot, être un auteur. C'est le jeu de mots, il fonctionne en fait. Ça donne de la hauteur, ça élève le débat en fait, lorsqu'on s'attaque à un genre. Là, le genre, c'est les films d'épouvante et d'horreur, et on élève le débat. On en avait parlé comme The Witch récemment ou Hereditary. Il se trouve que c'est à peu près le même sujet, ça parle de sorcières aussi, mais c'est pas ça, c'est elevated horror, c'est-à-dire autorisant, mais pas dans un sens péjoratif. Et Voilà. donc, t'as aimé le film ? Et j'ai beaucoup aimé le film, évidemment, je suis très impressionné par ce film-là, je m'y attendais absolument pas, et on va parler, c'est par rapport au film original, quoi. Voilà. Donc moi, alors, comme vous le savez, on va en parler un peu plus, mais je suis assez fan du film de Dario Argento. Donc moi, faire un remake de ce film-là, j'étais méfiant. Mais il y avait des rumeurs assez positives sur ce film-là, donc j'y suis allé en me disant quand même que ça va être un bon film. Et je dois avouer que moi, je suis relativement partagé sur ce film parce qu'il est pour moi, il est très difficile d'accès. C'est un film que j'ai trouvé vraiment intéressant. J'ai aimé que ce film ait un réel point de vue, parce que souvent les remakes font souvent que recopier, à part quelques remakes dont on va peut-être parler, mais ils font que recopier un peu platement le film original, C'est moins souvent en le modernisant, comme le remake d'Amityville par exemple, des choses comme ça. Mais là, c'est pas du tout le cas. C'est presque deux films différents. Enfin, c'est pas presque, c'est le cas. Et donc j'étais assez dérouté. Et pour dire vraiment la vérité, bon, j'ai pas encore, je ne sais pas vraiment encore à 100% si j'ai aimé le film ou pas, mais je l'ai trouvé intéressant en raison de ses différences. Et je sais toujours pas si j'ai vraiment aimé ce film. Il faut vraiment le revoir plusieurs fois pour avoir un point de vue définitif. Voilà mon avis sur le remake. Bon, écoute, en tout cas, on va passer tout de suite on va tout simplement parler du film original, le film de Dario Argento. Alors moi, j'ai déjà fait une vidéo sur ce film-là, la fameuse vidéo qui est sortie, je crois, il y a 2-3 semaines, où je parlais de mes films d'horreur préférés des années 110. Normalement, un lien devrait apparaître sur l'écran, comme ça, après cette vidéo-là, vous pouvez donc cliquer sur ce lien et donc voir ce que je pense du film de Dario Argento. Je vais d'ailleurs mettre ce lien également dans le descriptif. Mais globalement, voilà, je peux dire que je suis un énorme fan du film de Dario Argento. Le film me transporte totalement. J'adore cette ambiance onirique, horrifique. Alors le film, je sais, il y a des défauts, mais moi, je rentre dedans. Pour moi, c'est vraiment pour moi le chef-d'œuvre de Dario Argento. J'adore ce film.
Et toi, je crois que tu as un Ah, avis. non. Il a un avis différent. Je voulais le bloquer, Je- mais je j'arrive pas. Vas-y, ce que tu penses de. J'arrive pas avec le cinéma d'Argento. Je trouve le film original complètement à côté de la plaque par rapport au sujet, justement. Et c'est limite admis par Argento. Ce que je reproche au film de 77, c'est que Argento fait un slasher avec ce sujet-là. Ce qui est parfaitement voulu et dit par lui. C'est-à-dire qu'il voulait vraiment rendre hommage au giallo slasher de l'époque, et une tradition, et rajouter du surnaturel dedans. On voit bien que c'est complètement hors sujet. Moi, ça me dérange. Je ne rentre pas du tout dans le film de 77. C'est complètement hors sujet par rapport à ce qu'il raconte. C'est une histoire de sorcière. Ça n'a rien à voir avec le fait de faire un slasher. Et il en fait juste un slasher. Voilà. Donc je rentre pas dedans. Et puis, d'un point de vue strictement cinématographique, oui, c'est beau. Il y a une vraie réflexion sur les couleurs, effectivement. Il y a, le film est très beau à voir, voilà. On passe sur le fait que les effets ont vieilli, c'est pas ça le problème. Moi, ce qui m'emmerde plus, c'est qu'il y a des trous dans la narration, des incohérences narratives, il y a des Deus ex machina tout le temps, c'est vide de sens, voilà. Film de sorcière, voilà. Point. C'est un film qui est fait à l'arrache, aussi. À la limite, ça peut se défendre. C'est un film qui est fait à l'arrache. Il n'y avait pas de prise de son du tout pendant le film, en 77, hein. Pas de prise de son. Il a été chercher un petit peu n'importe qui pour jouer le film. Je ne parle pas des actrices principales, mais par exemple, il est allé chercher une ancienne prostituée de 90 ans pour jouer l'une des sorcières dans le film, qui ne savait pas du tout jouer. Donc il a fallu planquer les répétiteurs pour souffler les lignes de texte hors champ. Ce qui n'avait aucune importance puisqu'il n'y avait pas de prise de son pendant le film. Mais tout ça, c'est bien, c'est marrant, c'est fait à l'arrache. Voilà, faut savoir aussi que ça explique aussi pas mal de choses. Pour dire sur le film original toujours, Argento, son idée de départ, c'était de ne prendre que des actrices d'une douzaine d'années pour interpréter les jeunes danseuses. Les producteurs ont dit non par rapport à ce qu'il allait raconter, non, c'est pas possible. Mais il a quand même gardé cette idée-là. Effectivement, les personnages se comportent comme des enfants, comme des petites filles, voilà, et pas comme des jeunes adultes. Elles tirent la langue, elles ont un comportement d'enfant, quoi. Donc il a gardé ça. Franchement, je trouve que ça fonctionne pas. C'est-à-dire que c'est du gore pour du gore. Pour moi, le film original est vide de sens. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de Elevated Horror, c'est que le film, le remake, lui donne enfin du sens. Attention, Argento, on va en parler petit à petit dans cette vidéo, introduit toute une mythologie qu'il va explorer dans ses deux autres films, Inferno et la Mother of Tears, qu'il a fait avec sa fille plus récemment. Là oui, il y a toute une mythologie qu'il crée avec ces trois films, et Suspiria 77 n'est que le premier. Voilà. On ne dit pas plus pour l'instant. Voilà, maintenant on va tout de suite enchaîner, parce que moi je vais pas continuer, parce que c'est pas une vidéo sur le film d'Argento, mais bon, je suis absolument pas d'accord avec ce qu'il dit, enfin, je suis pas d'accord, oui, mais bon, après c'est une histoire d'affinité. Toi tu dis que c'est pas grave, moi je dis que c'est moi grave. Voilà. Je trouve le film jouissif, voilà, moi je trouve le film jouissif. Alors bon, maintenant on va parler un peu justement des différences et des similitudes, il y a aussi des similitudes, parce que l'intrigue, grosso modo, j'ai fait un court résumé de l'intrigue, on pourrait croire que c'est un film narrativement très fidèle à l'original, mais voilà, après on va comprendre que c'est pas vraiment le cas. Mais c'est vrai que voilà, lorsque j'ai résumé un peu l'histoire au début de la vidéo, on pourrait dire mais voilà, donc, où est la différence, à part que ça se passe à Berlin, mais alors, il y a quand même à un moment, il y a quand même pas mal de choses qui bifurquent. Mais donc là, on va parler justement un peu des différences entre le film du remake et le film d'Argento. Et ce qui est important, c'est d'abord, pour moi, ce qui saute aux yeux, c'est le contexte. Pour moi, le film d'Argento, c'est clairement un rêve. C'est un rêve éveillé, un cauchemar éveillé plutôt. C'est, oui, un film, voilà. C'est pour ça que je lui pardonne quelques trous narratifs, parce que dans les rêves, il y a également des trous narratifs, des choses qu'on a du mal à assembler suivant les scènes des rêves. Pour moi, c'est un peu le cas dans le film d'Argento. Et moi, j'aime bien ce côté... moi, j'aime beaucoup voilà, le travail des couleurs, le côté baroque du film, les décors exubérants qu'on voit, qu'on perçoit souvent dans nos rêves. Voilà, pour moi, c'est
quelque chose d'important et que je perçois ça dans le film d'Argento. Voilà. Et le remake, c'est vrai que c'est pas du tout ça. Faut dire ce qu'il est. On est plus ancré dans le réalisme. Je vais parler donc du contexte politique qui est évidemment très important dans ce film-là. On peut dire que c'est un film vraiment politique, le remake, ce qui n'est pas vraiment le cas. Après, on va pas faire un résumé parce qu'après on pourrait dire que tout est politique. Si on prend dans le sens premier du terme, mais on va pas aller jusque-là. Mais voilà, le film le remake a vraiment ancré dans un contexte très réaliste et très politique, ce qui n'est pas le cas du film d'Argento, où on ne sait même pas à quelle époque il se passe, il est hors temps, et il est voulu comme ça. C'est un conte de fées macabre, c'est un cauchemar éveillé, ce qui n'est pas vraiment le cas du film de Guadagnino. On est d'accord? Qu'est-ce que tu peux rajouter? Alors, ce que je rajouterais là-dessus, c'est que je suis d'accord, mais moi je vais plus loin. C'est que c'est la thèse que je veux développer, mais ce n'est que mon avis. Il n'y a rien d'officiel là-dessus, parce que pour l'instant, les auteurs n'en parlent pas tellement. Il faudra attendre le commentaire audio, on verra. Moi, ce que je pense, c'est que le film de Luca Guadagnino est un remake des 3 films. Donc de la saga des 3 mers de Dario Argento. Donc d'Inferno, et il faut le dire, voilà. D'Inferno et Suspiria, de Mother Inferno et la mer des larmes. Mother Ortiz. Pour lui, le film c'est un remake des 3. C'est un remake des 3. Or, dans Inferno et la mer des larmes, ces 2 films-là sont très politisés. Ils sont très contextualisés. Ils se passent à New York, puis à Rome. Et ce qui se passe à Rome, dans le 3e film par exemple, est très important dans l'histoire. Et dans la mythologie d'Argento, on va parler petit à petit. Effectivement, c'est pas du tout le cas dans Suspiria. Comme je dis, c'est un film qui est fait à l'arrache. C'est une sorte c'est le à bout de souffle d'Argento. C'est un cauchemar, c'est un conte, comme un seul et Gretel. C'est ça le film d'Argento. Est-ce que ça suffit à expliquer le fait que les personnages et les informations, on ne sait pas d'où elles viennent, entendre des voix. Moi j'appelle ça des trous dans la narration. Comme je dis encore une fois, c'est un film qui s'est fait à l'arrache. Je veux dire, c'est un film qui s'est fait au montage. Sur le moment, il ne savait pas du tout où ça venait, et ce n'est qu'à partir d'Inferno qu'il a commencé à y introduire toute sa mythologie, qui est énorme et qui est importante. Pourtant, dans Inferno, le film est bien moins compréhensible que Suspiria encore. Hein. Même au niveau de la narration, on peut même pas résumer Inferno. En fait, si, mais on peut pas vraiment le résumer, mais parce qu'il y a des trous narratifs dans Suspiria, mais on peut résumer l'intrigue, on peut en parler, voilà. Tandis qu'Inferno, il y a carrément des scènes que je comprends pas. Oui. Le meurtre des chatons. Oui. Je comprends pas. Mais tout ça, je sais bien. Je me dis aussi, c'est pire en pire pour moi. Il n'y a pas ça dans Suspiria. Au moins dans Suspiria, c'est compréhensible. Il y a des scènes carrément qu'on comprend pas dans Inferno. Ils n'ont carrément pas de logique. C'est même pas un truc narratif. C'est des scènes qu'on comprend pas. Mais moi, j'en suis pas là. C'est-à-dire que narrativement parlant, d'un point de vue de sa mythologie, il faut aller chercher des éléments dans Inferno et Mother Ortiz plus que dans Suspiria en fait, parce qu'il y a des éléments qui sont montrés dans ces films-là et qui sont importants pour la compréhension de l'ensemble. Si on veut la compréhension de l'ensemble, il faut aller au-delà du fait effectivement que, alors on va dire rapidement que les films sont de plus en plus mauvais, mais c'est important pour comprendre le remake. Voilà, c'est ça qu'il faut dire, c'est que c'est important pour comprendre le remake, c'est que ça reprend des éléments des 3 films pour mieux les détourner et en faire quelque chose de plus puissant, on va dire. Voilà. Alors après, maintenant, on va parler plutôt de l'esthétique du film, pur. Alors là, c'est aussi très différent. Le film d'Argento, comme je l'ai dit, c'est un film baroque, avec des décors exubérants, des couleurs très chaudes, à dominante rouge, bleu, vert. Alors il y a des symboles, hein, c'est... Bon, on va pas rentrer dedans, mais c'est clairement, ça fait appel à la psychanalyse des couleurs. Mais voilà, tandis que le film le remake, c'est déjà en termes c'est plus réaliste, et c'est aussi des couleurs plus froides, plus blanches, tu as dit, hein, blanc. Et c'est parfois on est à la limite du noir et blanc à certains moments. Parfois c'est très saturé. Il y a des plans, on va parler de la fin après, mais parfois c'est tout rouge, dans un fond très rouge. Qui rappelle un peu quelque part le film d'Argento, mais c'est seulement vers la fin où carrément il y a un filtre rouge et qui dénote un peu, parce qu'il n'y avait pas ça du tout avant. Mais on parlera ça à la fin. Mais sinon, globalement, au terme des couleurs, qui sont
très différent, c'est même radical. C'est l'une des rares choses qui ont été communiquées par les auteurs, par Luca Guadagnino et son chef opérateur, c'est qu'ils ont vraiment voulu faire le remake, alors comme ils disent, winterish et bleak, c'est-à-dire aseptisé et couleur d'hiver. Ce qui de toute façon est le cas, puisque petit à petit il y a la neige qui s'installe, on est en début de l'hiver en fait, dans le remake. Donc c'est blanc aseptisé en fait. Et c'est clairement dit et voulu comme ça. Et Luca Gall le dit exactement comme ça, c'est pour se démarquer du film original. C'est clairement dans le but de se démarquer du film original. Il a fait exprès. D'accord. Il a fait exprès dans ce but-là. D'accord. Bon, après on va parler du personnage principal, parce que là aussi il y a une très grosse différence entre le film d'Argento et le remake. Donc, dans le film d'Argento, interprété par Jessica Harper, qui, rappelons-le, elle est aussi la vedette du film de Palma, Phantom of the Paradise, qui est sorti une année auparavant. Donc là, dans le film... dans le film d'Argento, le personnage de Suzy, interprété par Jessica, c'est un personnage, donc comme tu l'as dit, qui est une femme enfant, une femme enfant qui est clairement un peu baladée par rapport aux événements, qui ne comprend pas du tout ce qui lui arrive, et on a l'impression qu'elle subit jusqu'au moment où là, elle devient forte vers la fin, voilà, où elle devient courageuse, elle essaie de comprendre ce qui se passe. Elle tombe complètement par hasard sur toutes les infos, sur toutes les choses qu'elle va comprendre petit à petit dans le film. À partir de la mort de sa copine quand même, hein, parce qu'elle est comme dans le remake, Suzy est très proche d'une personne, et c'est lorsqu'elle disparaît qui là commence à s'inquiéter et se demander ce qui se passe. C'est le cas dans les deux films, et donc dans l'original, c'est là où elle commence à se dire quelque chose qui ne va pas, et commence vraiment à enquêter. Mais c'est quoi? C'est les 20 dernières minutes du film, quoi. Jusque là, elle est totalement baladée par les événements, elle est amorphe, elle prend des médicaments, elle dort quasiment. On a l'impression qu'elle dort pendant tout le film, parce qu'elle est droguée. Donc c'est ça qui fait que voilà, elle est pas forte, mais par contre elle montre toute sa force vers la fin. Elle n'est pas droguée, et il y a très clairement un moment où l'une des sorcières l'hypnotise. Oui. Je me souviens de ça. Oui. Elle se reçoit une sorte de flash dans la figure, on comprend que c'est parce qu'elle est hypnotisée, donc c'est comme une sorte de barrière mentale qui est installée sur elle en fait pendant tout le film, jusqu'à ce qu'à la fin elle sorte de ça et finit par être la destructrice en fait du lieu, hein, carrément. Dans le film original, c'est pas le plan où elle marche face caméra avec tout qui explose derrière, mais presque. Elle est la destructrice du lieu. Alors c'est ce qui se démarque avec le remake. Oui. Il faut parler de l'actrice du coup, Dakota Johnson. Alors on peut dire aussi une chose, c'est que ce film, le remake revient de loin. C'est depuis 2008 qu'il est pensé. Au départ, il devait se faire par David Gordon Green avec l'actrice Nathalie Portman. Ça a été abandonné. Il y a un nouveau scénariste qui est arrivé avec plein d'idées. Luca Guadagnino qui est arrivé. Il a amené ses actrices, dont Dakota Johnson et Tilda Swinton, qui sont des habitués de ces films, que moi je ne connais pas. On les a pas vus. Hein. Faut être honnête, on n'a pas vu les deux précédents films de réalisateurs. Bon courage pour les trouver, voilà. Et donc il y a une longue préparation de film. Il faut savoir que Dakota Johnson s'est entraînée pendant 2 ans pour apprendre la danse. C'était très intense. Une fois le tournage terminé, elle a été en thérapie, carrément. Hein. Oui, j'ai lu ça aussi. C'est fou, quoi. Donc, c'est dire qu'il savait très bien qu'il faisait quand même un film puissant, en fait, avec ce remake. Et c'est un film qui revient de loin, quoi. Voilà. Donc, voilà, tout ça pour dire Dakota Johnson, son personnage, donc Suzy, c'est le même nom, hein, Suzy Bagnon. C'est bien le même personnage, mais c'est pas le même personnage. Parce que Suzy, elle vient de l'Ohio, c'est pas très clair. On ne dit pas clairement d'où elle vient dans le film original, mais là elle vient clairement de l'Ohio, d'une famille mormon ou ménénite, je ne sais plus quel est le nom de cette secte, mais c'est une famille très stricte catho, et elle sort de là, et elle est comme attirée, c'est ce qu'on nous montre, de son enfance, dès son enfance elle est attirée par Berlin. Elle a envie d'aller à Berlin, ce qu'elle fait là en Ohio ça ne l'intéresse pas. Elle a envie de vivre à Berlin, voilà, dès son enfance. Donc elle est comme attirée par ce lieu, cette école de danse dans Berlin. C'est là qu'il faut qu'elle aille. C'est pas du tout la même trajectoire. Je veux dire, là, elle est, on va dire, proactive.
mais quand elle est jeune, on va dire, hein, avant qu'elle rentre dans cette école, c'est comme si elle ne savait pas pourquoi. À partir du moment où elle est dans cette école, c'est ce qu'on comprend petit à petit, on comprend encore plus clairement avec la fin, qu'elle est là où elle est au moment où il faut. C'est-à-dire qu'elle sait très bien là où elle est. Et il y a certains indices pendant le film. Là, par contre, elle montre qu'elle a une réelle force, une réelle volonté. Elle a une réelle volonté. Elle en impose dès le départ. Dès le départ, il faut qu'elle soit là. Elle étonne vraiment les professeurs de danse, on va les appeler comme ça, les professeurs de danse, Tilda Swinton ou les deux autres professeurs de danse, en leur disant carrément, mais je connais les mouvements par cœur parce que moi je suis fan de cette pièce qui a déjà été montée depuis longtemps. Je connais déjà les mouvements par cœur, je les ai étudiés toute ma vie, je peux vous les montrer. Bon, elle le fait, et les professeurs de danse disent ok, d'accord, va falloir travailler encore, mais c'est parfait. Oui. Donc c'est pas du tout le même personnage. Voilà. Et justement, ça tombe bien, tu parles de la danse, magnifique transition. La danse, alors là, c'est là aussi. Dans le film d'Argento, la danse, c'est plutôt, oui, on est dans une école de danse, mais donc, ça ne va pas. La danse, ça va pas. C'est la danse classique pure, mais ça va pas très loin. Et d'ailleurs, il y a très peu de séquences de danse en fin de compte dans le film d'Argento. Tandis que là, dans le remake, alors là, c'est carrément autre chose. La danse est vue comme un rituel. C'est du sabbat, tout simplement. Donc voilà. C'est la danse de sabbat, en quelque sorte, voilà. Ça va plus loin. Là, clairement, il faut le dire, on peut griller le truc. Oui, alors, attends, on l'a pas dit, hein, mais c'est comme tous les vidéos qu'on fait. Parce que là, pour le moment, ça va. On n'est pas trop allé dans les détails, on n'est pas allé trop loin. Hein. Mais là, bon, c'est du spoil à mort. C'est-à-dire qu'on va vraiment tout dire, on va expliquer la fin. Donc, si vous n'avez pas vu le film, eh bien, arrêtez la vidéo, voyez le film, et ensuite voyez notre débat. Parce que là, on va tout dire, on va tout expliquer, on va décortiquer. Alors, donc attention. Si vous n'avez pas vu le film, c'est trop tard, il est déjà plus à l'affiche. Donc à la limite, tant mieux si on raconte tout ça, parce que moi je me dis autre chose, c'est que c'est pas qu'on spoil, c'est un film qui est tellement étrange que... Oui, parce que c'est pas vraiment du parce spoil, que globalement, c'est aussi globalement notre interprétation par rapport aux explications, voilà. Parce que pas tout est... Parce qu'on peut, voilà, en fait, on peut faire quelques contresens éventuellement, mais c'est vraiment notre avis par rapport à ce qu'on a vu du film et par rapport à ce qu'on a lu sur le film. Mais voilà, c'est vraiment un film complexe, labyrinthique, donc c'est vraiment notre point de vue, notre jugement sur votre film, et peut-être que vous qui l'avez vu pouvez ne pas être d'accord, et mettez d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Mais voilà, c'est vraiment notre avis. Et encore une fois, ça pourrait être contredit carrément dans le commentaire audio si jamais ils en font un. Moi, je vais me baser quand même sur les informations que j'ai lues par ailleurs et sur ce que me dit la mise en scène, tel que je le vois dans la mise en scène. Alors la danse, c'est quelque chose d'absolument énorme parce que tout passe par la danse dans ce film, dans le remake. Argento est passé complètement à côté. La danse, c'est la danse de sabbat, d'accord, bon, on dit ça, on dit rien. Les chorégraphies qu'on a dans ce film-là sont des chorégraphies sataniques. Alors, il y a le satanisme, on va dire spéculatif, et le satanisme opérationnel. Opératif, plutôt. C'est-à-dire que là, on a d'abord du satanisme opératif, avec les danses, c'est-à-dire qu'ils font très clairement dès la première scène, Suzy fait la danse qu'elle doit faire, elle connaît les mouvements par cœur. On nous explique les mouvements, ce que ça veut dire quand elle fait ça, quand elle fait ça, quand elle saute. Chacun des mouvements, dès cette première scène, signifie une torture pour un autre personnage. Parce que dans cette école de danse, il y a des pièces qui sont cachées. Dès la première scène de danse, c'est en fait un rituel sacrificiel. Et cette scène de danse est utilisée, donc la chorégraphie est utilisée pour torturer l'une des jeunes danseuses qui est sacrifiée, à ce moment-là. Attention, pas tuée, juste sacrifiée. Et là, on peut aussi aller dans les symboles de ce que peuvent signifier les chorégraphies. C'est que Suzy, là c'est la grande question, j'ai pas de réponse. Est-ce que Suzy sait exactement ce qu'elle fait lorsqu'elle danse pour la première fois face à Blanc, Tilda Swinton? Il faut remarquer que Tilda Swinton, et là on comprend tout de suite que c'est une sorcière, c'est évident. Elle pose ses mains sur ses mains et sur ses pieds.
ses pieds nus, ses mains nues, et il y a un effet spécial, il y a une sorte de lumière. Est-ce que Suzy se rend compte de ça ou pas? Je n'arrive pas à le savoir. De toute façon, c'est petit à petit, hein, c'est progressif, voilà. Mais en tout cas, ces pas de danse vont avoir une implication directe sur ce que va vivre une autre danseuse qui vient de partir. Une danseuse qui vient de partir en traitant toutes les professeurs de danse de sorcières. Elle veut sortir du lieu, elle n'arrive pas à sortir parce qu'elle se fait manipuler par les sorcières du lieu, qui la maintiennent prisonnière et qui l'emmènent dans une pièce secrète dans laquelle elle se fait torturer. Donc chacun des pas de danse est une torture satanique. Ce qu'on voit, c'est clairement comme un cas de possession. C'est-à-dire que le corps devient de plus en plus désarticulé, les os qui craquent, la tête qui est mise dans tous les sens. Le corps est complètement désarticulé à la fin, elle est toujours vivante, c'est absolument atroce, elle est à l'agonie. Et les sorcières récupèrent le corps avec des crocs de boucher pour l'emmener encore ailleurs et la maintenir en vie. Donc on a affaire là à bel et bien une scène de torture satanique. À ce moment-là du film, le sens que ça a, c'est aussi le sens de la possession. C'est ce qu'on a l'habitude de voir dans les films d'exorcisme, en fait, quand les corps sont possédés, ils se mettent à se convulser dans tous les sens. C'est exactement ce qu'on voit. Mais pour toi, les danses, parce que moi, pour moi aussi, les danses, ce sont des rituels incantatoires aussi. Pour moi, ça appelle le mal aussi quelque part. Genre, ça ouvre une ouverture à une autre dimension. On peut appeler ça l'enfer, peu importe, s'en fout. Mais pour moi, la danse aussi est rituel. C'est pas seulement fait pour la torture, parce qu'il y a aussi un spectacle qui est donné danse, où on voit les gens qui regardent un spectacle. Là, pour moi, c'est incantatoire à ce moment-là. Il y a plusieurs pas de danse. Ces danses appellent. Appelle, on va dire le malin, pourquoi pas. Cette danse appelle quelque chose. Pas encore, pas la première danse. La première danse. Oui, mais je pas la presse. Pour moi, les danses, c'est une clé pour ouvrir. C'est petit à petit. C'est-à-dire que dès le départ, elles disent voilà, les sorcières se sont dit, et donc surtout la sorcière blanc, jouée par Tilda Swinton, se dit, elle, dès le départ, elle est tellement forte que c'est pas de danse, on va s'en servir. Ok. Ensuite, ce que font les sorcières dans leurs autres numéros de danse, elles font des symboles kabbalistiques au sol. Avec du scotch, elles font plusieurs pentagrammes de différentes sortes. Donc ça a petit à petit un autre sens. Et très clairement, Madame Blanc, qu'est-ce qu'elle dit? Là, on va inaugurer un autre pas de danse. Ça va être la Renaissance. Elle dit ça innocemment, bien sûr. Hein, on va trouver une autre chorégraphie et montrez-moi ce que ça évoque, la Renaissance. Là, curieusement, le personnage de Suzy, là, à mon avis, à partir de là, très clairement, elle sait exactement ce qu'elle fait. Parce que là, elle va imposer ses pas de danse à elle. Elle va commencer à imposer sa vision des choses, ses pas de danse à elle, en désaccord avec sa prof de danse, Tilda Swinton. Et ces mouvements sont aussi clairement des incantations sexuelles. Vraiment, c'est aussi ça que ça veut dire. Une chorégraphie, une danse, c'est aussi un rituel sexuel. D'ailleurs, la sexualité est quelque part assez présente dans le remake. Ce qui n'est pas vraiment le cas dans le film d'Argento, puisque le personnage, on a l'impression qu'elle est totalement à côté de la plaque. Au contraire, lorsqu'elle rencontre un jeune homme dans le film original, on sent qu'elle ne sait pas quoi faire. Elle est intimidée, elle se pose des questions. Tandis que c'est vrai que la sexualité dans le remake est plus présente. Alors, de façon plus symbolique. C'est vraiment symbolique. Mais elle est présente dans la sexualité. Alors, du coup, dans l'homosexualité, parce que ça, il faudra en dire un mot, c'est qu'on n'a que des femmes. Voilà. Oui, les seuls hommes, je dis bien attention, on va y revenir, les seuls hommes qui débarquent dans cette école, ce sont les 2 officiers de police, mais les sorcières se foutent de leur gueule. C'est-à-dire qu'elles les manipulent et ils sont hypnotisés et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont là et elles les torturent. Et l'autre homme, c'est un médecin. Et lui, mais il faut le dire aussi, il est interprété par une femme. Voilà. Le seul homme qui est un personnage en fait, qui vient aussi du remake. Dans le remake, si je me souviens bien, dans le film original, si je me souviens bien, c'était un policier. On le voit à la fin. Mais c'était pas un psy. Si, c'est un psy. C'était un psy aussi. C'est un psy spécialisé dans la sorcellerie. Alors justement, on a parlé de la danse, important, ça coule de source. La musique. Alors dans le film d'Argento, c'est donc composé par les Gobelins. Et Argento, faut le dire. C'est lui et les Gobelins qui donc c'est une musique assez incantatoire,
conservatoire plutôt. Il y a une sorte de berceuse malsaine. Nanana, c'est une berceuse, hein, clairement. Nanana, mais malsaine. Et donc c'est une musique. Donc c'est aussi une musique instrumentale, mais voilà. Voilà. Donc c'est une ça. voilà. Donc c'est une berceuse Chanter malsaine. en soupir, mais Donc c'est une musique électro et rock à la fois. Donc aussi, dans le pur style très 70s, voilà. dans le pur style des Gobelins. C'est très incantatoire, c'est vrai. Là, c'est donc la musique composée par Tom York, le leader de Radiohead. Là, elle est vraiment, pour moi, hein, elle est très différente. C'est vraiment une musique plus... Très minimaliste. Très minimaliste. Oui. Piano, violon. Mélancolique, extrêmement triste. Moi, j'ai écouté la BO. Elle est triste. La BO des Gobelins n'est pas triste. Elle est plutôt envoûtante, entraînante. Elle est hypnotisante. Elle est fascinante. Elle est triste. Elle est triste à en crever. Comme le film, d'ailleurs. Hein, c'est aussi une des différences. Le film est d'une très grande tristesse nihiliste, ce qui n'est pas forcément le cas du film d'Argento, qui est plutôt positif. Ça se termine bien, le film d'Argento. Le bien triomphe. Ce qui n'est pas le cas là. Il ne savait pas exactement où aller avec ça encore, effectivement. Voilà. Argento, mais effectivement, à la fin, la fin est classique. Le personnage principal détruit le lieu maléfique de qualité, et puis il s'en va en souriant. La musique est d'une tristesse. Alors, il y a même une chanson interprétée par Tom York dans le film. Les paroles, ça raconte. C'est triste à en crever. On a envie de se pendre à la fin du film. Presque. Oui, donc c'est Radiohead, effectivement. Là, il y a une grosse différence entre les deux films. Donc maintenant, on va parler d'une partie très longue, et il faut dire qu'il est un peu fourre-tout, mais on n'a pas eu... je vous dis, c'est un film labyrinthique. On essaie de classer les idées. C'est très compliqué, le film. C'est très compliqué. Surtout qu'on a... Le film, il est récent. On a une vision qui a quoi... Toi, tu l'as vu il y a quelques jours, c'est ça? Oui, j'ai vu il y a quelques jours. Moi, je l'ai vu il y a 2 semaines. C'est vraiment un film qui mérite qui mérite plusieurs visions. Et c'est vrai que c'est très difficile à chaud de réunir ces idées, de les organiser. C'est vraiment un film complexe. Donc voilà, donc là on va parler de la fin, mais pas seulement, hein, on va parler de plein de choses qui entourent ça, mais voilà, en gros, on va... Parce que la fin, elle est complexe, il y a plusieurs interprétations possibles, donc tu veux qu'on parle des symboles tout d'abord, ou on parle de la scène finale avec l'apparition, ou tu veux parler en gros des 3 mers? Les symboles, on en a parlé un petit peu, déjà ça passe à travers la chorégraphie. Il y a quand même le lieu, l'une des grosses différences aussi avec c'est pas tant une différence que ça en fait, la grosse différence c'est la prédominance des couleurs dans le film original. Là, c'est plus l'architecture qui est mise en valeur, c'est-à-dire c'est très anguleux. Ça c'est classique hein, dans le cinéma, montrer un lieu très anguleux, à la limite c'est comme dans Shining, ça fait très Shining là où elles évoluent dans cette école de danse. Il y a un truc qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de flèches. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est que le film est très kubrickien. Oui. Il est très froid, mise en scène minimaliste, mais très précise. C'est vrai qu'il y a un côté, j'ai pas pensé, il y a un côté très Kubrick dans ce film. Qui avait commencé à faire de l'Elevated Horror d'ailleurs. Moi, ça me fait aussi penser, c'est juste moi qui dis ça, à Mishima de Paul Schrader. C'est raconté de la même manière. Faut dire aussi que le film est raconté en 4 parties distinctes. La 4e partie a un titre précis, on va y revenir pour expliquer précisément la fin. Visuellement et narrativement parlant, ça ressemble beaucoup au film de Paul Schrader, Mishima. Donc oui, il y a des flèches, il y a beaucoup de flèches sur les sols et sur les murs dans cette nouvelle école de danse du remake. Ces flèches ont du sens parce que les personnages, donc le personnage de Suzy qui vient dedans, ou potentiellement n'importe quelle nouvelle recrue, est dirigé. Voilà. On ne lui laisse pas tellement le choix, il y a des flèches partout, elles sont dirigées inconsciemment. Alors que le personnage de Suzy se pose des questions et se met à comprendre qu'il y a des pièces cachées. Sauf que elle, ça la choque pas du tout, c'est comme si elle savait déjà que de toute façon ce lieu était un haut lieu culte satanique en fait. Lorsqu'elle passe dans une pièce cachée, ça la fait rire, c'est comme si elle était déjà au courant, mais je dis bien comme si. Une autre chose qui passe par le symbole, c'est dans les costumes. Ça, on le voit petit à petit. Le costume des danseuses, on le voit dans la bande-annonce, ça. Ce sont des lambeaux rouges. Alors évidemment, ça signifie le sang
le sang qui va couler. Mais c'est les danseuses telles qu'elles sont lors de la représentation en public, elles sont costumées avec des costumes très minimalistes. Les couleurs commencent à arriver petit à petit à la fin dès les costumes des danseuses. Voilà. Bon voilà pour les symboles. Donc on apprend, donc on voit donc dans la fin du film, et je crois que c'est la chose qu'on retient quasiment le plus, parce que c'est un choc, on s'y attend pas du tout, et quelque part ça change complètement le sens du film par rapport au film d'Argento. Suzy, c'est, on l'apprend, la mère des soupirs. Voilà. Et Suzy, ça, je vais avouer que lorsque je l'ai vu, j'étais sidéré, j'étais bouche bée. Voilà. C'est la mère des soupirs, et toi tu vas même plus loin. Suzy, dans le film original, c'est juste une victime. Voilà, et là, mais qui ne se laisse pas faire. Et là, on voit, c'est la mère des soupirs. C'est pas la victime, c'est le mal. On l'apprend à la fin. C'est en quelque sorte le mal. Mais on n'est pas vraiment, là aussi il faut le dire, dans Suspiria, on n'est pas dans un film manichéen. C'est-à-dire que certes ce sont des sorcières, certes elles créent de la souffrance. Tout ce lieu et toute cette école est une école de souffrance. Hein, c'est quelque chose de connu de toute façon. Ça, lorsqu'on apprend la danse, le corps il souffre. Les danseuses, elles ont une durée de vie, une carrière, on va dire, qui est très courte. Les corps sont là pour souffrir dans une école de danse de toute façon, c'est vrai. Soit dit en passant, c'est vrai, Argento s'est inspiré de ce qu'a vécu sa grand-mère dans une école de danse, dans une école de musique. À Berlin, lorsque sa mère ou sa grand-mère, je ne sais plus, peu importe, a apparemment vécu la même chose. C'est-à-dire qu'elle avait fui une école de musique dans laquelle il se passait des choses très bizarres, une école de danse et de musique dans laquelle il s'est passé des choses très bizarres, et Argento s'est inspiré de cette histoire-là, l'histoire de sa grand-mère, pour délirer là-dessus. Là, si tu veux, on peut y aller à fond. On s'est posé la question d'où vient justement toute cette histoire, toute cette mythologie que Argento a créée. Est-ce qu'il l'a créée complètement ou est-ce que ça vient de quelque part? C'est les deux en même temps. C'est-à-dire que ça vient, j'ai trouvé ça, d'un poète anglais du 19e siècle qui s'appelle Thomas de Quincy, qui a écrit un poème qui s'appelle la mer des soupirs. Clairement, c'est le nom, le nom de l'un de ses poèmes. Thomas de Quincy est aussi connu pour avoir écrit Le Mangeur d'opium, qui a aussi fait l'objet d'un film. Et pour Thomas de Quincy, en fait, il s'inspire de déesses gréco-romaines, de déesses de la naissance gréco-romaine, qui personnifient des étapes émotionnelles de la vie. Donc, mère des ténèbres, mère des soupirs, mère des larmes. Voilà. Ça symbolise, ce sont des déesses qui symbolisent l'enfance. Dans une mythologie gréco-romaine. Argento en a fait quelque chose, donc ça c'est dans un poème de Thomas de Quincy qui date du 19e siècle, et Argento il a réutilisé ça pour en faire sa trilogie et donc toute sa mythologie. Là il faut faire attention, il faut vraiment sortir de la mythologie d'Argento parce que Luca Guadagnino, à mon sens, réécrit cette mythologie pour en faire quelque chose de légèrement différent. Chez Argento, les trois mères, les trois sorcières, sont très anciennes. La plus ancienne de tous, c'est, si je ne me trompe pas, la mère des larmes. Ou non, c'est la mère des soupirs. Justement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui change en plus dans Inferno et dans ces deux films suivants. Les trois mères, de toute façon, ont créé cette confrérie, ou une sororité de sorcières, au XIe siècle. Donc elles sont très anciennes, elles existent depuis très longtemps. Et qu'est-ce qu'elles font? Et là, c'est très clair à partir de Inferno. Il faut le dire, parce que là, Luca Guadagnino rebondit exactement là-dessus. C'est très clair, les sorcières influent sur le monde politique. Les sorcières influent sur la marche du monde. C'est très clair dans Inferno et la mer. Il y a d'ailleurs des signes francs-maçons dans le remake. Dès le départ, il y a des symboles francs-maçons dans le film. Hein. Ça va être un petit peu long de revenir là-dessus, parce que c'est compliqué. Mais vite fait, on peut dire ça. Que quelque part, voilà, les sorcières ont un lien avec la franc-maçonnerie visible. Visiblement, il n'y a qu'une seule scène qui nous le dit, c'est au début, dans le cabinet du psy, il y a un livre avec un symbole maçonnique que le personnage de Chloé Grace Moretz, Patricia, qui existe aussi dans Suspiria, dans le film original, elle devient folle hystérique lorsqu'elle voit ce symbole. Apparemment, ça a l'air de la gêner, mais c'est pas plus dit que ça, c'est très subtil. Ce qui est très clair, par contre, dans cette mythologie instaurée par Argento, c'est que ces sorcières influent sur le monde politique. Voilà, elles sont potentiellement omnipotentes.
On le voit déjà très clairement lorsqu'elle manipule à ce point-là les policiers, puisqu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont venus enquêter dans cette école de danse. On les voit, ils sont hypnotisés, elle les déshabille, elle se moque. Bon, ça, c'est déjà montré aussi voilà. dans le film d'Argento. Hein. Elles Voilà. ont ce pouvoir de diriger les gens, d'hypnotiser, puisqu'on n'a pas l'hypnotisme. Ça va très loin. À mon avis, c'est pour ça que le film de Luca Ga est à ce point-là politisé et nous dit clairement que c'est en même temps que les attentats terroristes de la bande Abadère. La bande Abadère qui est en prison à ce moment-là, et c'est au moment de détournement de l'avion de la Lufthansa à Mogadiscio. C'est pas clairement dit, mais on peut vraiment se dire que les sorcières organisent ça. D'accord, oui, oui. On peut très clairement se dire ça, sachant que c'est ce que signifie la mythologie originale de Dario Argento. En fait, ce qui se passe, c'est que à travers les siècles, les sorcières sont obligées de changer de lieu parce qu'elles pourrissent tellement l'environnement social et politique du lieu qu'au bout d'un moment, ça commence à se voir. Donc, elles fuient. C'est pour ça qu'il y a 3 lieux. Et là, il faut le dire. Et donc, il y a Berlin, Rome et New York. Et ce sont 3 lieux qui ont été construits. Dans chacune de ces villes, il y a une école de danse construite pour perpétrer leur culte, pour perpétuer leur culte. On l'apprend par l'architecte dans Inferno, qui a laissé une lettre et qui explique ce que c'est que les 3 mers. C'est un détail dans le deuxième film en fait d'Argento, mais ça a son importance parce que apparemment Luca Guadagnino rebondit vraiment là-dessus. C'est un détail qui est très troublant parce que en fait, c'est ce qui donne du sens à l'une des dernières scènes du film, et on va y revenir. Maintenant, on va revenir maintenant, on va parler maintenant si de ça, tout ça. Parce que là, ça coule de source. Il faut parler du psy. Le psy. Mais ça, c'est après, ça, c'est vraiment vers la fin. Mais là, on va plutôt parler de la scène où on apprend que Suzy est la mère des soupirs, l'apparition soi-disant de la mère des Thèbes que tu pensais. Là, il faut parler de ça, là, de cette fin-là. À ce moment-là, il faut revenir sur quelques détails. Et après, on parlera du psy. Il reste une interrogation, oui. Qui sont les 3 mères? Dans le cinéma d'Argento, lui, il a fait les choses très clairement, un film par mère, il y en a 3. Ok. Dans le film de Luca Guadagnino, à mon sens, les 3 mères sont présentes dans l'école de danse. La mère des larmes est censée être la plus gracieuse de toutes. La mère des soupirs, la plus dangereuse, la plus ancienne et la plus dangereuse. Enfin, disons que la plus ancienne et la plus puissante. La plus dangereuse, c'est la mère des ténèbres. Voilà. À mon sens, c'est changé. La mise en scène de Luca Guadagnino nous donne d'autres indices. Quelque part, on peut dire que même la mère des ténèbres, c'est la mort, hein, pour le film de tout simplement d'Argento. Ce qu'on voit, oui, c'est la mort. C'est la mort. Mais quelque part. Dans ce film-là aussi, Inferno, parce que si tu considères que l'apparition à la fin, qui tue tout le monde, ça serait donc la mort. Mais pour moi, c'est clairement l'une des 3 mères, parce que ce qu'on a dans ce film, c'est une lutte entre les 3 sorcières, une lutte de pouvoir entre les 3 sorcières. Il y a en plein milieu du film un vote qui est effectué, et il est décidé que c'est Elena Marcos qui reste la chef du lieu, la sorcière en chef. Or, elle est censée être morte depuis longtemps, elle ne l'est pas. Hein. On voit petit à petit, on l'apprend à la fin qu'elle est bel et bien présente, elle est complètement décrépie, elle a plus de 1000 ans, mais elle est là. Elle est jouée par Tilda Swinton, c'est très très fort, absolument agréable, il faut le savoir par ailleurs. Le problème, et c'est là que moi j'analyse la mise en scène de cette manière-là, je me pose la question, on identifie comment les 3 mères, si les 3 mères sont présentes dans cette école de danse. Qui est la mère des soupirs? Qui est la mère des ténèbres? Qui est la mère des larmes? La mère des soupirs, c'est évident, ça on le sait. Non, elle apparaît à la fin. Oui, mais ça c'est dit. Oui. Donc, ça, seulement, qu'est-ce que nous dit la mise en scène? Elle nous dit qu'il y a un antagonisme entre Tilda Swinton, blanc, et Suzy. Il y a une scène de repas. Disons que d'abord, Suzy Bagnon est la protégée de Madame Blanc, Tilda Swinton, mais lors de la scène du repas final, après le succès de la représentation, elles vont s'amuser dans un repas et elles se mettent très clairement les 2 en bout de table, et Suzy fait exprès de se mettre en bout de table face à Madame Blanc qui la regarde d'un seul œil. C'est-à-dire que là, il n'y a rien dans cette scène, toutes les autres sorcières, les autres danseuses chantent parce qu'elles sont contentes de leur représentation, mais Madame Blanc et Suzy ne se disent rien, elles se regardent dans les yeux. Là, il y a un antagonisme. La mère des soupirs, on peut se dire aussi que dans ce film-là, l'interprétation de Luca Guadagnino, c'est ce qui nous est montré, ça peut être Madame Blanc parce qu'elle est gracieuse. Il y a une des mères qui est gracieuse. Normalement, dans les films d'Argento, celle qui est gracieuse, c'est la mère des larmes.
Je vois difficilement Madame Blanc être la mère des larmes. Mais elle se comporte dans son jeu, Tilda Swinton en tant que professeur Madame Blanc, elle est gracieuse. Dans tout son comportement, toute sa manière de bouger, elle est gracieuse. Et c'est ce qu'elle impose même aux filles. Et pour toi, donc, la mère des ténèbres, c'est celle que tu... La mère des larmes, fais attention parce qu'il y a... Qu'est-ce qui se passe à un moment lorsque... c'est Olga, hein, c'est ça. Lorsque Olga fuit, celle qui se fait torturer en fait, lorsqu'elle fuit, elle se met à pleurer de manière incontrôlée. Et clairement sous l'influence d'une sorcière parce qu'elle vient la regarder de face. Voilà. Et tout d'un coup, elle se met à pleurer de manière complètement incontrôlable, ce qui fait qu'elle ne sait plus où elle va, elle lâche ses valises, elle pensait sortir de l'école de danse pour se sauver, et en fait, elle est amenée inexorablement, aussi à cause des flèches qui sont sur le sol, dans une des pièces secrètes où elle se fera torturer par la chorégraphie de Suzy. Ce qui signifie, normalement, c'est la mère des larmes, c'est un autre film. Et elle est là. La mère des larmes, pour moi, elle est très clairement présente dans des lieux. D'accord. Et donc la mère des ténèbres. Attends. Parce que là, faut. Elena Marcos, elle est présentée avec des énormes lunettes de soleil, pire que les tiennes. Ça concerne les yeux. Pour moi, Elena Marcos, dans le film, la sorcière décrépie à la fin, c'est la mère des larmes. Ce qui reste, il reste la mère des ténèbres, et la mère des ténèbres, c'est celle qui est invoquée par Suzy lorsqu'elle arrive lorsqu'elle se montre enfin sous la forme de la mère des soupirs, qui est la plus puissante de toutes. Elle invoque la mère des ténèbres pour tuer toutes les sorcières et prendre le pouvoir. Elle fait un coup d'état en fait. Oui. Donc pour moi, c'est un remake des trois. D'accord. Des trois films. Il y a les trois mères qui sont identifiées. Pour moi, c'est dit dans la mise en scène comme ça. D'accord. Voilà. Alors après, lorsque toutes les sorcières sont mortes, faut dire ce qu'il est, il y a la scène qui est extrêmement surprenante, qui est pour moi la plus belle scène du film. Elle est très émouvante, elle est belle. C'est la scène où donc la mère des soupirs va voir le psychiatre. Voilà, la nouvelle mère des soupirs jouée par Suzy, qui a pris le pouvoir dans cette école. Scène magnifique du film, voilà. Très émouvante, et elle vient pour clore le film, pour clore le film, c'est-à-dire que le film également se clôt là-dessus. C'est pour moi la scène la plus compliquée du film en termes d'interprétation, parce que normalement la mère des soupirs est considérée comme un personnage donc maléfique, c'est pour ça mais dans cette scène-là, elle ne l'est pas. C'est une scène très bizarre, parce que elle n'aurait pu ne pas y être, et pourtant elle y est, cette scène-là. Donc la signification est très étrange. Donc ça veut dire quoi? C'est tout simplement qu'on n'a pas à faire un film manichéen. Ce n'est pas manichéen, c'est pas un film manichéen. On est juste dans ce monde-là, et il y a une phrase philosophique qui le résume, c'est la morale du mal est-elle morale? On n'est pas dans un film manichéen, on est juste dans un film où les héroïnes, et c'est ce qu'on apprend carrément. C'est-à-dire que tous les personnages sont dans ce culte satanique de sorcières, mais c'est pas manichéen, mais c'est pas forcément le mal. Ce qui ne l'empêche pas de faire du bien si elle pense que c'est... Alors, mais c'est faire le très bien, rare, hein. Mais c'est tout de même... est-ce qu'elle fait vraiment le bien? La question peut aussi se poser parce que... Elle diminue la souffrance. Elle diminue la souffrance du psychiatre, qui, rappelons-le dans le film, est à la recherche de sa femme, qui a vécu pas mal de choses compliquées. On parle également de camps de concentration, on parle un peu de la Seconde Guerre mondiale. Une souffrance qui est, et tout est là, très sûrement causée par les sorcières. Bah oui. Donc, de toute façon, on est bel et bien dans l'exploration du mal à tous les étages, en fait. Oui, mais visiblement, elle souhaite le libérer de ça. Ce qui est très curieux, alors il faut dire quand même un petit mot sur le psy. Son histoire, c'est qu'il a... Rappelons-le, qui est interprété par Tilda Swinton. J'ai encore du mal à m'en remettre. Tilda Swinton joue le psy le psy Joseph Klemperer, qui enquête aussi petit à petit, qui s'implique, et qui enquête sur cette école de danse, et qui est impliqué parce que les sorcières l'utilisent comme témoin du rituel satanique final. Ce n'est pas un homme, c'est Tilda Swinton. Ça a aussi du sens par rapport à l'antipsychiatrie, parce qu'il a été reproché au psy déjà dans les années 70, on va dire, d'être sexiste. Il y a cette phrase qui est dite lorsque le psy est attrapé par les sorcières, elles lui disent tu aurais pu avoir pitié de ces filles, mais au lieu de ça, tu les as traitées de délirantes. Elles lui disent très clairement ça. Ça résume l'antipsychiatrie, en fait. C'est qu'il a été clairement reproché au psy, et à raison, à mon sens, d'être extrêmement sexiste. Le fait que les psys aient traité les femmes d'hystériques venant du mot utérus, c'est quelque chose qui est impardonnable, en fait. Donc il y a ce féminisme-là, on va dire, qui passe par l'antipsychiatrie à travers ce psy. Or,
Le problème, c'est qu'on a affaire à un psy qui, tout d'un coup, lui, il prend ça au sérieux et il enquête. Son histoire, c'est que en 44, il a perdu sa femme, mais perdu parce qu'elle s'est volatilisée. Et il n'a jamais pu faire le deuil de sa femme. Tout est là. Il n'a jamais pu faire le deuil de sa femme parce qu'il ne sait pas si elle est morte ou si elle est quelque part en vie. Les sorcières lui font croire d'abord, on va dire ça comme ça, lui font croire d'abord que sa femme restait en vie. Elle a vécu sa vie à Londres et puis il la retrouve. Il faut dire aussi, attention, que ce psy, il a son cabinet à Berlin, mais il a une petite maison de campagne, toute petite maison. Il a un rituel quand il va dans sa maison de campagne, c'est de toucher le coin du mur sur lequel est gravé un cœur. On va y revenir pour la fin. Le cœur dans lequel il y a A et J. Anke, sa femme, et J, Joseph, c'est lui. Il touche ça parce qu'il ne fait pas le deuil de sa femme. Sa femme, il l'a perdue en 44. Suzy, une fois qu'elle est devenue la mère des soupirs et donc elle est encore plus omnipotente, elle va le voir et elle lui demande pardon pour tout le mal qu'elle lui a causé en tant que sorcière. Au nom des sorcières, elle lui demande pardon pour tout le mal qu'on lui a causé depuis le début, depuis 44. C'est énorme de dire ça, parce que ça veut très clairement dire, et ça fait partie de la mythologie d'Argento, mais qui là explose complètement, c'est que on nous dit là que les sorcières ont organisé ce qui s'est passé durant le XXe siècle. Voilà. Elle demande pardon pour ça, parce qu'elle lui dit, elle révèle à ce psy que sa femme est morte en 44, et que il peut faire son deuil maintenant. Et elle va lui faire un mouvement sur sa tête, elle va poser sa main et lui dire je fais disparaître de ton souvenir toutes ces souffrances. Joseph Klemperer, le vieux psy, Tilda Swinton, tombe en convulsion, une sorte de crise d'épilepsie, puis il se réveille, et puis il renaît en quelque sorte. C'est une renaissance, c'est-à-dire maintenant en quelque sorte, par force, il a fait son deuil, mais il ne se souvient plus du tout de sa femme. Voilà, ok. Et là, on en arrive à la fin du film, et là, il faut le dire à haute voix, à la limite, on peut terminer là-dessus, c'est que le dernier plan du film, c'est la caméra qui se rapproche jusqu'au gros plan sur ce cœur gravé sur le mur de sa maison de campagne. La dernière partie du film s'appelle une poire coupée en deux. C'est d'abord effectivement ce qu'il prend à son petit déjeuner lorsque la mère des soupirs, Suzy, vient la voir. On voit qu'il y a une poire coupée en deux qui s'apprêtait à manger, qui ne va jamais manger parce qu'elle va voler à travers la pièce quand il va convulser. Donc la poire coupée en deux, c'est pas ça. La poire coupée en deux, c'est ce qu'on voit à la fin. C'est le cœur gravé sur le mur, à l'angle du mur. Donc ça fait un cœur. Ça fait une poire coupée en deux, mais ça fait un cœur. Et c'est ce qu'il touche à la fin. Et qu'est-ce qu'on voit lorsque la caméra s'approche de ça? A et J, Anke et Joseph, sont chacun de chaque côté du mur. Parce que c'est l'angle du mur. D'un côté, il y a Anke, d'un côté, il y a Joseph. Ils sont chacun de chaque côté du mur. Et c'est ça que ça veut dire. C'est le mur de Berlin. Ils ont été séparés par un mur. Qui s'est créé et qui a fait qu'ils n'ont jamais pu se rejoindre. Et ils ont été séparés. On peut dire aussi que symboliquement parlant, la guerre, c'est aussi un mur. Le mur de Berlin a symbolisé la guerre froide, mais auparavant, c'était vraiment la guerre en 1944. Elle est morte. Elle est morte de froid dans un camp de concentration. Toujours le froid à l'hiver, prédominant dans ce film. Ah, mais de toute façon, donc il faut le dire clairement à haute voix. Le film est très hivernal, voilà. C'est très froid. Ce dernier plan résume en fait la triste vie de Joseph Klemperer, qui arrive au centre en quelque sorte, pour résumer aussi les symboles du film, c'est que Anke et Joseph sont chacun de leur côté du mur. C'est ce que nous est montré visuellement à la fin du film. C'est ça le sens très clair quand même de ce cœur coupé en deux, donc poire coupée en deux. D'accord. Voilà. Bon, écoute. Il y a encore d'autres choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est un film qui... La vidéo pourrait durer 2-3 heures. On pourrait continuer une petite demi-heure en quelque sorte. On va s'arrêter là, parce que je pense que, vu les informations que vous avez ingurgitées là, il va falloir les digérer. Nous, on ne les a pas encore digérées, il faut dire ce qu'il est, on est encore... Donc là, si vous avez pas là, donc là vous prenez en pleine poire. Voilà, la mère des ténèbres, la mère des ténèbres à la fin est jouée par la même actrice que celle qui joue la mère de Suzy Bagnon dans l'Ohio. De l'Ohio. Voilà, c'est vraiment un film, c'est vraiment un film somme. C'est un film satanique. Voilà, c'est un film satanique. Voilà, bon, voilà. Et vraiment, c'est vraiment un film très complexe. On peut dire que voilà, c'est vraiment un remake. On peut le comparer
dans ce côté un peu autorisant au remake du film de Carpenter, The Thing, avec la version d'Howard Hawks, ou le remake de La Mouche de Cronenberg par rapport à La Mouche Noire avec Vincent Price. Clair, ce sont vraiment des films qui ont vraiment un vrai point de vue, qui se différencient vraiment de l'original. C'est quand même assez rare de le voir, et là c'est vraiment le cas. Là c'est vraiment un film radical, et c'est pour ça que, eh bien, on peut... Il y aura deux camps, hein, ceux qui vont préférer celui-là par rapport à l'original, ou ceux qui vont préférer l'original par rapport à celui-là. C'est vraiment deux visions différentes, mais c'est en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est grâce à ça que c'est un film passionnant. Hein. C'est un film passionnant, mais comme je vous le dis, faut que je le revoie pour vraiment que je sache si je l'ai aimé ou pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Il faudra le voir avec le commentaire audio. Très bien. J'espère qu'ils vont en faire un quand même, parce que là, c'est pas cool de nous laisser comme ça, avec ça sans explication. Voilà. Non, quand même. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Likez la vidéo, partagez la vidéo, parce que je peux vous le dire, on est probablement la vidéo française qui va le plus loin sur ce film. Il n'y a quasiment rien en français, il y a beaucoup en anglais. Le film est assez... Le film a passionné les Américains. En France, on s'en fout complètement. Le film est assez oublié en France, donc je pense que c'est une vidéo qui peut vraiment intéresser pas mal de personnes, parce qu'on va vraiment assez loin, ce qui n'est pas le cas des autres vidéos qui parlent de ce film. D'ailleurs, il y a même très peu de vidéos tout court qui parlent de ce film, il est assez oublié. Désolé, j'en ai pas vu. Donc, il y en a, j'en ai vu. Donc voilà, partagez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous appréciez notre travail, car je pense que nous allons nous retrouver, Cyril et moi, dans une prochaine vidéo, mais cette fois-ci beaucoup plus rapidement, dans 2-3 semaines, parce que là on va faire un bilan, point sur la situation. Un point sur l'année 2018 en termes de films et de séries télé, toujours dans le genre qui nous intéresse, le cinéma de genre, parce qu'il y a eu des choses vraiment passionnantes cette année. Donc, abonnez-vous aussi et activez la cloche qui est en bas pour activer la notification lorsque notre prochaine vidéo sortira. Et comme d'hab, je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!